Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes. Et on parle de tout. Aujourd'hui, on va parler de sujets très intimes quand même et féminins. On va parler d'inceste, on va parler de mortalité prénatale, on va parler probablement de maternité, on va parler aussi de théâtre, on va parler de création, on va parler d'écoute. Restez avec nous, vous êtes sur Zitata. Femmes. Je ne m'en lasse pas. Mes invités, pendant le générique, sont là. Et puis elles regardent la télé qui est en face de moi, mais qui est effectivement, disons, perpendiculaire à leur siège. En tout cas, mesdames, merci d'être là. Donc, on ne va pas regarder la télé. Vous regardez, on se regarde. Donc, c'est une discussion à trois pour vous découvrir vos parcours et puis découvrir aussi les matières, les thématiques finalement qui vous font agir, qui vous ont fait agir, qui vous font agir et qui vous feront probablement agir encore. Donc aujourd'hui, j'ai Danieli Francisque à ma droite. Comment ça va? Très bien, superbement. En tout cas, merci d'être là, Avec lumineuse, vraiment ensoleillée. Merci. Et puis à ma gauche, j'ai Mathilde Edmond-Mariette. Oui. Qui a un autre nom? Minoton. Minoton, mais on a dit son nom d'épouse. Mais on a mis donc, on a mis Mathilde Edmond-Mariette. Oui. Comment ça va, Mathilde? Ça va bien, merci de m'avoir invitée. En tout cas, merci d'être là. Alors, le principe est le suivant. Je vous vous inviter, mais je vous laisse vous présenter. On commence par Mathilde. Ok, alors je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans et je suis maman de 2 enfants, dont mon premier qui est mort-né, mon petit garçon. J'ai créé l'association Étoiles en Ciel, qui est une association qui accompagne et qui aide les familles touchées par le deuil périnatal, mais aussi les professionnels de santé, parce qu'on s'est rendu compte que quand ça arrive, eh bien, il y a une rupture vraiment de confiance entre les professionnels et les parents. Et donc, Étoiles en Ciel, c'est aussi le lieu où ils peuvent se retrouver et les professionnels de santé peuvent aussi exprimer leurs émotions et travailler autour d'échanges de pratiques pour aussi, si vous voulez, améliorer les prises en charge. Rupture de... Alors on commence à rentrer dans le vif du sujet, même si c'est des présentations un peu liminaires, on va dire. Rupture de confiance entre ces deux acteurs, finalement? Oui, parce qu'en fait, en réalité, le deuil périnatal, c'est la mort d'un bébé qui survient soit pendant la grossesse, donc quel que soit le stade, hein, on n'est vraiment pas sur des nombres de semaines, jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. Et ça veut dire que très souvent, lorsque ça arrive, on va aux urgences, ou en tout cas, on a un échange avec le professionnel de santé, et on va chercher soit des responsabilités qui sont parfois avérées, hein, où il y a eu une erreur médicale qui aurait conduit effectivement à la mort de ce bébé, et parfois, il n'y a pas d'explication. Et notamment dans les fausses couches précoces, par exemple, il n'y a pas vraiment d'explication. Ça arrive que des bébés meurent avant les 15 semaines d'aménorrhée. Et à ce moment-là, c'est vrai que soit parce que la prise en charge n'était pas optimale, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'accompagnement humain, je vais dire, les parents ont le sentiment que les professionnels de santé ont eu un manquement. Et à ce moment-là, ben oui, la rupture est là. On n'a plus envie de les voir, on n'a plus envie de communiquer avec eux, on ne leur fait plus confiance. Et c'est vraiment très douloureux aussi pour les professionnels de santé parce que très clairement, eux aussi, hein, ils se remettent en question. Bien sûr, ils remettent en question leur pratique et aussi ils se demandent là où ils auraient fauté et puis ils ont envie de mieux faire, de bien faire et donc voilà, c'est aussi ce travail qu'il y a de leur côté qui est aussi important et que parfois on peut oublier. Et donc, et toi, Mathilde, ça t'est arrivé, cette perte de confiance, les circonstances de ce qui t'est arrivé, donc ont justifié que tu ne fasses plus confiance à l'équipe médicale? Tout à fait, parce que moi, en fait, j'ai accouché prématurément. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle un accouchement prématuré. Je rentrais dans mon 6e mois de grossesse. Tu as compris pourquoi? Alors, c'est compliqué, oui et non. En fait, si tu veux, si vous voulez, on est 3. Ce qui s'est passé, c'est que je rentre dans mon 6e mois de grossesse, j'ai des contractions et en fait, je perds les os. Donc, moi, c'était mon premier bébé. J'avais vu ça dans les films, quoi. Enfin, la maman qui perd les os. Et là, je me suis dit, mais je vais accoucher, c'est bizarre. Et donc, je suis prise en charge à la MFM aux urgences. Et effectivement, j'ai face à moi des personnes qui ont conscience de ce qui est en train de se passer, mais qui ont aussi du mal à m'expliquer ce qui est réellement en train de se passer. Je prends un exemple, on me dit « votre bébé n'est pas viable ».
Quand on me dit ça, moi je connais pas ce terme-là. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire, même juridiquement, hein, après avoir fait des recherches, etc. Bon, voilà, ça veut plus ou moins rien dire. Mais je comprends que il y a un problème. Il y a un problème. Et pareil, au moment où le travail commence et je suis sur le point d'accoucher, je demande est-ce que le bébé va pleurer? Et la sage-femme me répond, je ne sais pas. J'ai compris après que c'était vrai, elle ne le savait pas. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé qu'elle me dise non, parce qu'effectivement, mon fils n'a pas pleuré, parce qu'il était déjà mort. Et il est mort pendant le travail. Mais ça, c'est des éléments qu'on a seulement après, que les professionnels eux-mêmes ont après. Et donc, c'est parce que j'ai fait ce travail aussi de construction de l'association, etc., que j'ai pu avoir, je pense, ce recul et cette volonté de me mettre à la place de ces professionnels pour mieux comprendre. Mais c'est vrai que sur le coup, pendant les mois qui ont suivi, oui, j'avais vraiment beaucoup de mal à croire un professionnel de santé. Tu les détestais? Je ne vais pas dire ça, non, je ne vais pas dire ça, parce que je sais que en tout cas, ils ont fait de leur mieux. Mais oui, j'ai pas voulu... par exemple, j'avais un praticien qui me suivait durant ma grossesse, cette première grossesse-là. Ma seconde, j'ai été voir un autre. Je pense qu'il ne l'a pas mal pris parce que voilà, ça remuait trop de choses. Avec aussi cette question en permanence de se dire, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose? Enfin voilà, donc il y avait trop de questions qui étaient désagréables, qui faisaient qu'on n'avait pas envie de s'adresser à eux, tout simplement. En tout cas, tu es dans l'action et puis tu te mets au service aujourd'hui de toutes les femmes qui connaissent ça. C'est des phénomènes d'ailleurs qui sont très importants aussi dans les Outre-mer et notamment en Martinique par rapport notamment aux standards, on va dire, au taux ou à la démographie dans l'Hexagone. Ce sont des taux qui sont parfois, il me semble, 2 fois plus importants. Oui, 2 fois plus importants, oui. Alors la Guyane reste quand même au-dessus. Hein. Ils ont vraiment des taux de périnatalité, des indicateurs très défavorables, très élevés. Mais la Martinique également. Et donc, on a vraiment les morts-naissances, les accouchements prématurés, etc. On en a beaucoup. Et donc, c'est vrai que même au sein de l'association, on se rend vraiment compte qu'on a régulièrement de nouveaux parents qui nous contactent. Voilà. Les chiffres que j'ai, le taux de mortinatalité, on parle c'est ce mot qu'on utilise, donc enfant naissant en vie par mort fétale spontanée ou interruption médicale de grossesse, donc est de 8,5 pour 1000 naissances totales en 2019. Donc il est en légère baisse, c'est le principal composant de la mortalité périnatale. La mortinatalité est très dépendante de l'âge gestationnel, on dit, du nombre de fœtus et de l'âge de la mère. Le taux de mortinatalité par mort fœtale spontanée est de 5,2%, donc il représente 61% de la mortinatalité. Je cherche, voilà, que ce soit avant ou après la naissance, les risques de décès sont plus importants dans les DROM, donc les départements régions d'outre-mer, où le taux de mortalité périnatale atteint 13,4 enfants pour 1000. Donc on parlait de 8,5 au niveau national. Oui. Là, je disais que c'était le double, c'est pas le double, mais voilà, on est à 8,5 et là on est à 13,4. Donc on a quand même peut-être des facteurs aussi qui expliquent des facteurs. Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Danieli, donc c'est un thème qui te parle aussi. Oui, parce que je suis également maman de 2 enfants et ma fille aînée également est partie 15 jours après sa naissance. Donc elle est née prématurément et également j'ai vécu exactement cette expérience, sauf qu'il n'y avait pas d'association pour accompagner les parents et c'est vrai que de savoir que cette association existe, c'est vraiment réconfortant parce que... mais Mathilde est heureuse. Oui, non, mais je suis émue en fait. Elle est très émue. J'ai des frissons, je suis très émue, je me retiens. C'est très important, c'est très important parce que c'est vrai que en tant que parent, non seulement il peut y avoir cette perte de confiance dans le personnel médical, mais psychologiquement l'impact également pour la maman, pour le papa, pour qui se sentent responsables aussi, non? Oui, on recherche la culpabilité partout, y compris en soi-même, bien sûr. Et comment on aurait pu faire mieux. Alors, tu es une femme de théâtre. Voilà, alors je sens l'émotion. Alors, je vous dis, mesdames et messieurs qui nous regardent, alors, sur ce plateau, il faut le dire, des fois il y a des connexions qui sont faites qui ne sont pas calculées. Parce que quand j'invite mes invités, comme les femmes invitées, excusez la répétition, des fois, j'ai des problèmes, en fait, à caler les gens aux mêmes heures. Voilà, parce que, voilà, on enregistre, il faut que... Et là, par hasard, j'appelle ça la synchronicité. Et Mathilde était très heureuse de rencontrer Danieli en disant « Ah, je veux la rencontrer ». Et Danieli, on ne connaissait pas cette histoire. Et je pense que vous aurez des choses à vous dire après cette émission. Mais Danieli, donc, il t'est arrivé ce que tu viens de nous dire, mais
tu es aussi donc une comédienne. Oui, je suis comédienne, je suis autrice de théâtre, donc dramaturge, et également metteuse en scène. Et je co-dirige une compagnie de théâtre qui s'appelle TRAC, avec Patrice Le Namouric, donc mon compagnon de théâtre. Voilà. Que tu as fondée en 2010. Exactement, on a confondé cette compagnie en 2010 parce qu'on était deux jeunes comédiens pleins d'utopie et de besoins également. Et on avait envie de créer notre propre espace de création pour délivrer aussi pour développer aussi nos propres langages artistiques. Et puis c'est comme ça que voilà, on a collaboré 10 bonnes années ensemble pour mettre bas quelques créations théâtrales marquantes. Et alors dernièrement, tu as reçu une distinction, donc le prix ETC Caraïbes pour Matrice, on va en parler tout à l'heure. Mais moi, je t'ai connue au TAN, au Théâtre de l'Air Nouveau, il y a longtemps, longtemps, dans les années 99, Absolument. il me semble 2000, avec Luc Saint-Éloi à Exactement. Pantin. Oui, Donc exactement. c'était le Théâtre de l'Air Nouveau avec Luc Saint-Éloi qui était très actif, qui continue d'être très Absolument. actif, donc sur le champ culturel. Voilà, Le donc chant théâtral voilà, culturel et théâtral, tu peux nous en dire un mot du TAN et peut-être de comment tu es arrivé, enfin un peu ce cheminement. Oui. Alors le TAN, j'ai connu d'abord Luc Saint-Éloi, c'est-à-dire que je peux dire véritablement que Luc Saint-Éloi, c'est celui qui m'a accouché au théâtre. On parle beaucoup d'accouchement, mais vraiment, c'est vraiment la personne qui m'a révélée au théâtre, qui m'a accouché en tant que comédienne, vraiment. Donc il a une place vraiment très importante dans ma vie. Et puis, eh bien, nous avons donc il m'a fait collaborer aussi avec lui dans ses propres créations théâtrales et donc pour me permettre de poursuivre aussi ma propre formation. Et puis il a effectivement en 98, à l'occasion du 150e de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, organisé une grande marche historique à Paris, une marche à thème qui reprenait les grands thèmes de l'histoire des peuples noirs. Et donc je faisais partie de cette aventure et par la suite il a créé ce centre culturel qu'il a implanté à Pantin et qui continuait un peu cette aventure qui avait été lancée avec des historiens, des tambouillés, je sais pas, il y avait des cours de cuisine, des rencontres avec des cinéastes, il y avait des cours de tambour, des cours de danse traditionnelle et qui vraiment c'était un lieu qui focalisait cette culture afro-caribéenne qu'on avait du mal parfois à trouver à Paris, vraiment. Et c'était un endroit où on allait apprendre et partager cette culture-là en partant des cultures, en partant des États-Unis, des Amériques noires jusqu'aux Afriques, en passant par la Caraïbe. Et vraiment, c'était un lieu de foisonnement vraiment extrêmement enrichissant. Et j'ai des amis depuis l'époque. Vraiment, ça a créé un mouvement, vraiment. Aujourd'hui, on dirait tiers-lieu ou incubateur. Absolument. Voilà, Absolument. mais c'était un lieu effectivement de bouillonnement culturel. On continue à discuter, à parler de vous après la rubrique Focus. Alors, dans Focus aujourd'hui, on se transporte très loin, en Chine. Et je vais vous parler de cette jeune femme qui est une tenniswoman. Alors, je vais probablement écorcher le nom. Peng Shuai, ou Shuai, je ne sais pas comment on prononce, je ne parle pas le mandarin. Et donc, cette femme, donc l'info date un peu, c'était début novembre, parce que depuis, elle a réapparu, cette femme. En fait, c'est une championne de tennis et qui a disparu de la circulation. C'est-à-dire des gens qui se sont inquiétés de savoir où elle était. Et en fait, cette disparition est survenue après qu'elle a révélé qu'elle avait été victime, elle a été violée en fait, victime de viol qui avait été perpétré par le vice-premier ministre chinois. Et donc on n'a plus du tout eu de nouvelles, peut-être qu'on peut voir derrière des images, voilà. Donc Peng Shuai, donc le mouvement prend rapidement de l'ampleur. Alors ce qu'on sait depuis, c'est que on a retrouvé un peu sa trace, elle est apparue à nouveau, donc elle ne serait pas morte, mais elle n'est toujours pas libre d'aller et venir. Au point d'ailleurs que, et on va peut-être voir une vidéo d'ailleurs tout à l'heure, voilà, ils ont mis un petit peu en scène sa participation à des événements sportifs, là c'était fin novembre. Alors depuis effectivement elle est un peu réapparue, mais bon les gens qui s'intéressent à elle, et notamment dans les instances du tennis mondial et notamment de la Fédération internationale de tennis féminin, le président, il a décidé de boycotter la Chine, par exemple. Ce qui est quand même très courageux et qui est salué. Donc cette femme, donc Peng Shuai, elle a disparu. Donc on peut en Chine
Voilà, kidnapper ou bien faire disparaître une femme. Et puis, pour quelle raison? Parce qu'elle elle révèle des pratiques qui sont de toutes les façons condamnables, quels que soient les pays. Je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi un petit peu cette info? Vous avez vu passer Effectivement, cette de information? loin, j'ai entendu parler, j'ai vu passer cette information. Évidemment, ma réaction, c'est « Waouh, c'est possible ça, effectivement ». De voir disparaître une femme parce qu'elle a eu effectivement, elle a révélé des choses. Des faits aussi terribles et criminels. C'est assez glaçant et révélateur que, j'allais dire, la lutte continue. Je veux dire, le 8 mars, c'est pas fait pour rien. Le 8 mars, le 25 novembre. Et le 25 novembre, effectivement, sur les questions de violence et c'est cette journée internationale de droit des femmes et le droit de disposer de son corps, ça devrait être l'un des premiers droits. Mathilde, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pareil, j'ai vu passer l'info. J'ai vu aussi une vidéo où elle était un peu... Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était mis en scène. Où on va la voir, je crois que c'est cette vidéo. Pour rassurer les gens, je crois qu'il l'avait postée. On peut la regarder. Donc le gouvernement chinois à l'époque, 17 novembre, donc assurait la com de cette histoire-là en disant dans un communiqué de presse, les informations récentes dont les accusations d'agression sexuelle sont fausses. Voilà. Donc il suffit de le dire, en fait, voilà. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et les réseaux sociaux, ça, arrêtons-nous 2 secondes sur ça, hein, même si c'est, comment dire, c'est pas directement lié, mais cette histoire, et c'est un peu le, comment dire, les infox, c'est Trump, en fait, la trumpisation de l'info. On dit une contre-vérité, on dit un mensonge, mais on le dit. Et donc, ça suffit à faire exister cette histoire. C'est quand même énorme, ça. C'est énorme. C'est énorme. Et je veux dire que peut-être que le contre-pouvoir, la question c'est le contre-pouvoir justement, de cette contre-information, cette information qu'on cherche à masquer. Finalement, je crois aussi que les réseaux sociaux aussi contribuent non seulement à l'intox, mais aussi à faire exister cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu cet hashtag qui a été créé pour justement faire ressortir cette histoire de femme qui a disparu en Chine. Et c'est aussi bien que les citoyens du monde s'emparent de cette histoire comme étant la leur également. Mais la balance est difficile, l'équilibre est difficile. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, un homme d'État qui a vraiment provoqué finalement cette débauche comment on dit ça, mon Dieu, d'un fox, de fake news. Je cherche le terme. Depuis 2 secondes, je cherche le terme, voilà, de fake news. Et puis, ça a débouché sur l'évasion du Capitole. Oui. Donc, il peut y avoir... Mais c'est aussi ce qui a permis l'élection de Donald Trump, hein, ces fake news. Hein, voilà. Donc, parce que ça aussi, c'est une réalité. Et en France, je crois vraiment qu'on devrait s'alerter, s'alarmer de voir qu'aujourd'hui, il y a aussi des courants d'extrême droite qui reprennent ces mêmes procédés, etc., ces mêmes codes, pour justement jeter le trouble et faire en sorte que les gens soient perdus. Parce que je crois que véritablement, les populations sont perdues. On ne sait plus, pour le coup, à quel sens se vouer. Mais ça relève. Je ne sais pas, il va falloir vraiment qu'on s'intéresse à cette question-là, du point de vue psychologique. Ce sont des mécanismes psychologiques basiques. Voilà, de manipulation des biais psychologiques. Voilà. Et c'est passionnant, mais c'est vrai qu'on en est victime. On continue donc à parler de Danieli et de Mathilde après notre jingle mot de femme. Alors, Danieli, donc j'ai eu la chance de t'entendre déclamer un extrait de Matrice, dont on disait tout à l'heure que tu avais pour lequel tu as eu un prix. Notamment à l'occasion c'était la fin d'une exposition de Maryse Bolnay, très belle exposition, avec des matières naturelles, c'était vraiment très très beau. Et là, donc il y avait 2 femmes qui dansaient aussi, c'est ça. Et tu as lu ce texte. Oui. Est-ce que tu peux, sans déflorer le sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la problématique, la thématique que tu veux? Parce que Matrice, ça dit beaucoup de choses, on parle de maternité. Oui, vous voyez que Matrice, le titre d'ailleurs est au pluriel, parce qu'il s'agissait de traiter de plusieurs matrices. Moi, là où je me suis penchée sur cette histoire, c'est
retracer l'histoire du trauma, la transmission du trauma. Comment se transmet le trauma, en particulier en se focalisant sur notre propre histoire, et puis du coup, à travers le ventre des femmes. Quels sont les traumas qui se sont posés dans le ventre des femmes? Je suis partie de cette histoire que j'ai vécue, la perte d'un enfant, la perte d'une fille en particulier, sachant qu'il y en a eu une autre dans ma famille. Ma sœur cadette a aussi perdu sa fille. Et donc, je me suis posé la question, mais d'où viendrait cette histoire? Est-ce qu'il ne faudrait pas remonter le fil de nos histoires de ventre de femmes jusqu'à mes ancêtres femmes pour essayer de résoudre cette énigme-là? Et c'est de là qu'est partie toute une poétique qui est venue accompagner ces petites tragédies familiales pour aller justement vers la grande tragédie de l'histoire. Et donc, Matrice, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme en quête de liberté. On la rencontre à 3 étapes de sa vie. Lorsqu'elle était enfant, donc une enfant déracinée qui a été déracinée du pays et qui vit une violence systémique due justement, c'est l'histoire du Bumidum et des suites de l'histoire du Bumidum, et qui grandit dans la migration. Et puis on la retrouve adulte, en couple, revenue au pays, mais qui vit une relation toxique, et on retrouve cette femme également vers un âge beaucoup plus avancé. Pour moi, c'est une femme sage qu'on retrouve peut-être autour de 80 ans. Et à chaque étape, cette femme est en quête de liberté. Et à travers cette histoire-là, pour moi, j'avais envie de questionner en quoi nos espaces intimes, nos histoires intimes, nos corps, nos couples, nos familles sont encore infectés de la grande histoire, et en particulier de l'histoire coloniale, et en particulier des traumas de l'histoire. Est-ce que ces traumas ont été soignés? Que nous reste-t-il de ces traumas? Et en quoi le fait qu'il reste encore, que ça ait macéré tout au fil de toutes ces années, qu'il reste encore des choses qui viennent tirailler nos relations, à la fois familiales, donc des violences qui viennent, parce que pour moi l'histoire coloniale c'est une histoire de violence, de viol et de violence, et en quoi vraiment ces viols, ces violences continuent à se déverser dans les histoires familiales, que ce soit l'inceste, que ce soit effectivement des relations toxiques, de couple. Et puis, pour moi, cette grande dame qu'on retrouve à la fin, c'est celle qui a traversé. C'est celle qui représente le cœur des femmes. C'est celle qui soigne. Vraiment, c'est une sorte de femme sage qui a cheminé vers la résilience et qui apporte par ses chants, par ses incantations, par ses... peut-être c'est ma femme utopique, par des rituels qui apportent de la guérison à son peuple, véritablement. Mais c'est un peu le portrait de toi que tu dresses. Absolument. La femme sage à la fin, parce que tu parlais de la perte de cet enfant. Oui. Tu ne nous as pas dit son nom d'ailleurs, parce qu'on va parler de ça. Il y a une loi récente. Il y a une loi récente qui est sortie le 7 décembre qui permet de donner un nom. Qui permet de donner un nom parce qu'avant on donnait un prénom. Alors il n'y a pas attaché à cette reconnaissance du nom, il n'y a pas d'effet juridique, mais j'imagine que sur le plan de la reconstruction et de la reconnaissance de la mémoire, c'est très important. Donc c'est une loi qui a été adoptée, qui est très récente. Donc je ne sais pas si je peux te demander le nom, mais peut-être que tu vas y répondre. Et Mathilde aussi, je ne lui ai pas demandé le prénom de son enfant, ni même le nom. Oui, cette femme sage, parce que tu as parlé de cette perte, mais tu as aussi été victime d'inceste. Absolument. Dont tu rends compte dans un très beau documentaire de Vianney et de Laure Martin, Scolopendre et Papillon, qui a été primé, qui fait un sacré chemin. Et voilà, donc c'est un double traumatisme, mais que tu sois près de nous, avec nous aujourd'hui pour parler de cette chose-là, j'ai envie de dire, la femme sage, c'est toi, la femme qui a guéri ou qui est en train de guérir ces blessures-là et qui prétend guérir et aider les autres femmes à guérir, c'est toi, non? Quelque part. Bravo. C'est-à-dire que l'écriture, pour moi, c'est le lieu d'une quête, c'est le lieu d'une projection de moi et le lieu d'une réflexion, effectivement. Et effectivement, cette pièce, pour moi, c'est une autofiction. C'est-à-dire que je suis partie de faits autobiographiques, le fait que j'ai grandi ailleurs, que j'ai subi l'inceste, que, effectivement, relation de couple toxique aussi, et perte d'enfants. Et vraiment, ma recherche, c'est une quête de sens à travers tout ça, qu'elle soit contemporaine, mais aussi ancestrale.
je me suis aussi intéressée à l'histoire des femmes de ma famille, et puis les femmes beaucoup plus anciennes, parce que je pense aussi que je suis reliée d'un certain point de vue spirituel à tout ça. Voilà, je suis héritière. Je suis héritière d'énormément de choses, et c'est vrai que le théâtre, pour moi, c'est le lieu où je fais offrande de tout ça aux autres, et aussi où je rassemble toutes ces choses qui me traversent intérieurement. Et cette quête, c'est une façon de ne pas culpabiliser aussi, parce que c'est important, j'imagine, en fait, ce sont des paroles qu'on entend, des victimes de viol ou même d'inceste, qui ne comprennent pas. L'inceste, c'est quand on est enfant et qu'on est victime. Et on ne comprend pas, on ne met pas de mots sur ça quand on est enfant. On ne sait pas ce qu'est le sexe, on ne sait pas ce qu'est une agression sexuelle. Et on culpabilise. J'imagine que cette quête-là, enfin, la question s'est posée, est-ce que cette quête-là permet de trouver une réponse à cette culpabilité qui s'impose tant qu'on n'a pas déconstruit ce Bien truc. sûr, il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a l'incompréhension totale. Voilà. Et c'est vraiment d'où sans doute ma quête de sens. Je pense que je ne serais pas comédienne si je n'avais pas vécu d'inceste d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est véritablement partant de ce choc-là que j'ai cherché à comprendre, quoi, et l'incompréhensible d'ailleurs. Et oui, c'est vrai que le théâtre est un chemin de reconstruction et de questionnement. Et effectivement, l'inceste est tellement empli de choses complètement très compliquées, et ça prend beaucoup de temps en fait de ce c'est un cheminement véritablement. Il y a effectivement la démarche juridique que j'ai pu faire, la démarche psychologique, être suivi, être soigné, mais il y a vraiment des implications symboliques beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles qui continue à me hanter, qui continue à se présenter devant moi, et à chaque fois je me dis non mais j'ai réglé ça, j'ai réglé ça. Mais je croyais avoir réglé ça des fois. Et en fait non, il y a encore des choses qui viennent hanter, que ce soit mes relations de couple, ma relation avec mon fils aussi. Voilà, il y a des résonances encore qui sont là, et puis jusqu'à ce que je me dise ça fait partie de moi. Alors ça, c'est important. Et après, je vais poser la question, donner la parole à Mathilde. On entend beaucoup quand on parle de l'esclavage. J'avais noté le terme épigénétique que ne connaissait pas Mathilde, ou bien le professeur Charles Nicolas, qui a fait son colloque sur effectivement les répercussions psychologiques de l'esclavage. Il y a une intervention de médecin, d'une experte en tout cas, chercheuse, Madame Jacobino, j'ai oublié son prénom, qui parle d'épigénétique et qui dit la bonne nouvelle, c'est qu'on peut... c'est réversible, c'est-à-dire que cette espèce de lignage, en fait, qui vient depuis la nuit des temps, effectivement, cette soumission des corps, etc., on peut déconstruire ça. Parce qu'on n'est pas victime, on peut sortir de cette victimisation. En fait, on est objectivement, les ancêtres ont été victimes, et on peut l'être effectivement. Oui. C'est ça que tu dis, c'est ça que tu dis dans Matrix. Exactement. C'est important pour moi, à la fois, effectivement, d'exposer des faits d'histoire de ces ancêtres, mais aussi de montrer que ce personnage-là, ce personnage féminin qu'on va suivre, c'est celle qui va retourner la situation et prendre en main son destin et changer de bord. C'est-à-dire, elle va arrêter d'être victime. C'est-à-dire qu'elle va devenir actrice et créatrice, finalement. Parce que des fois, Mathilde, je veux t'avoir ton avis. Des fois, moi, sur des réseaux Facebook, par exemple, des fois, j'engage des discussions avec des gens, et il n'y a pas si longtemps, quelqu'un dit oui, mais l'esclavage, c'est le viol, etc. Ça a pu l'être, effectivement. Et j'ai répondu une fois, oui, mais je connais des femmes violées qui se construisent un futur. Et on a du mal à l'entendre, ça. C'est un homme en plus qui disait ça, mais c'est vrai. Et puis voilà, mais on peut se construire, tu en es la preuve, on peut se construire en présent parce que tu n'as pas d'autre solution. Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'évoque, Mathilde? Moi, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, c'est essentiel, quel que soit le trauma, de choisir la vie. Je crois qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. On a entendu d'autres personnes ici dire ça. Et Nathalie Chilan, par exemple. Elle l'a dit. Oui, et du coup, je crois que c'est ce que tu expliques, en fait. C'est qu'à un moment donné, ce personnage, il choisit la vie. Parce que on est face à un mur, on est résigné, on pensait qu'on ne pouvait pas tomber aussi bas, et puis on a l'impression que de toute façon, plus ça continue, plus on est dedans. Et en fait, on n'a pas le choix que de se saisir justement de tous les outils possibles et inimaginables pour sortir, et puis sortir de soi, parce que
Je crois que c'est important hein, de reconnaître sa souffrance et de savoir s'entendre et de reconnaître soi-même, ben oui, je souffre et voilà, j'ai mal pour telle et telle raison, j'ai vécu telle et telle chose. Mais je crois que aussi c'est important de savoir que la souffrance n'est pas, comment dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut cohabiter avec autre chose en fait. Ça fait, elle dit, ça fait aussi partie de moi. Absolument, ouais, oui, absolument. Et aussi, c'est aussi changer la vision de l'histoire. Effectivement, moi longtemps j'ai été dans l'histoire de l'esclavage, c'est un viol. Mais en écrivant Matrice, je me suis dit, mais quelles sont les stratégies de survie qu'ont développées nos ancêtres pour survivre, traverser l'enfer? Mais c'est puissant ce qu'ils ont fait. Totalement. Mais justement, j'ai choisi de regarder du côté de la puissance. Oui, souffrance, mais la puissance. Mais on est là, de la même façon dont on a hérité de cette souffrance, hein, de ce système colonial, et on pourrait encore dire qu'on est peut-être encore dedans à certains égards, on a aussi hérité de cette puissance-là et de cette résilience, etc. Et donc je crois que c'est très important de ne pas oublier ça. Mais il n'y a pas il y a le thème résilience, je reviens juste sur résilience. Résilience, ça fait un petit peu, c'est le mot pas à la mode, mais on l'utilise beaucoup, mais puissance, c'est autre chose. Oui. Puissance, c'est quelque chose d'action, quoi. C'est de l'action, c'est moteur. Exactement. Comment tu as trouvé cette puissance, toi? J'imagine que après ce qui t'est arrivé, on parle de ça, et puis après on va venir peut-être sur les ateliers que tu mets en place, et notamment peut-être des ateliers théâtre. En fait, quand j'ai accouché de mon fils, c'était le 14 février. Comment s'appelle-t-il? Yann Philippe. Yann. Et ma fille s'appelait Malaïka. Malaïka Yann. Okay. Qui sont avec nous un petit peu là. Ah oui, ils se sont connectés du coup. Et du coup, donc Yann Philippe est né le 14 février 2018. J'aime bien dire qu'il est né au ciel, puisque du coup, voilà. Et en fait, quand j'ai accouché, j'ai su, mais c'était instantané, hein, de la même façon où je sais que j'ai été maman instantanément, et je savais que c'était pour la vie, j'ai pris conscience aussi que il fallait que j'en fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'était pas question que ce soit gratuit. Je ne voulais pas que ce trauma-là reste là et puis voilà, c'est genre ça fait partie de moi, mais bon voilà, enfin genre j'y peux rien, c'est comme ça. Non, j'avais envie d'en faire quelque chose et cette volonté de créer une association est tout de suite venue. Je me rappelle avoir échangé avec Laetitia, qui aujourd'hui est la vice-présidente de l'association, qui avait créé un blog sur Facebook et donc qui mettait des fois des petits billets, etc. Et on avait eu quelques échanges et voilà, ça m'avait inspiré et tout ça. Mais bon, après, la vie a repris son cours. Je suis retombée enceinte aussi, donc je me suis focalisée sur ça. Et en juillet 2020, l'une de mes meilleures amies, avec qui j'ai vécu quand je faisais mes études à Barbade, a perdu son fils à 17 jours de vie. Et là, ça a été la claque. C'est-à-dire que là, je me suis dit ce jour-là... en fait, c'est pas possible. Ça arrive trop souvent, j'en connais trop et j'en ai marre. Il faut faire quelque chose. Alors, je pourrais pas prévenir ça parce que, malheureusement, hein, c'est quelque chose qu'il faut accepter. On peut pas tout prévenir. La mort fait partie de la vie, c'est comme ça. Maintenant, il y a quand même les conditions qu'on peut changer. Et donc, j'ai accompagné cette amie, j'ai tout fait avec elle, etc. Et après ça, je me suis arrêtée. J'ai lu, mais je peux vous dire que j'ai lu une quantité d'articles scientifiques. J'ai commandé des livres du Canada, notamment une étude sur les papas qui a été faite dans un hôpital avec les papas. J'ai repéré tous les professionnels de santé en Martinique qui s'étaient spécialisés sur le sujet. J'ai rencontré des personnes. Enfin, j'ai essayé vraiment de monter un projet. Et le moteur, en fait, c'était vraiment... J'ai envie de parler de rage, mais c'est pas la rage du style colère, hein, mais c'était vraiment ce sentiment bouillonnant qu'il fallait que je le fasse. C'est-à-dire que si je le faisais pas, c'était là tout le temps, en permanence, ça me quittait pas en fait. Et donc, de juillet à septembre, j'ai écrit le projet. Et en septembre, j'ai réuni un petit panel de groupe de travail, donc avec des parents et tout ça, des professionnels de santé. Et je leur ai dit, voilà, j'ai écrit ça, mais j'ai envie que ce soit quelque chose de collectif. Le nom aussi des Étoiles en ciel, ça m'était venu parce que c'est la chanson de Fernand Donatien, « Et sous songer ». Je l'ai écouté un jour et en fait, je me suis dit, mais en fait, il parle du deuil périnatal, c'est pas possible. Enfin, je me suis sentie appelée par cette chanson et le nom est venu naturellement. Donc, j'ai dit, voilà, je vous propose ce nom-là, je vous propose ce projet-là. Et je crois qu'il était tellement imprégné de toutes ces recherches, mais aussi de toutes ces expériences que j'avais croisées, que du coup, ça a été à l'unanimité. Hein, on était une petite dizaine. Et à la suite de ça, on a créé les Étoiles en ciel en octobre 2020.
Et aujourd'hui, vous êtes une trentaine, vous êtes... Ouais, on est voilà, presque 40 là. Mais c'est vrai que ce qui me mène, parce qu'on me dit souvent, oui, mais comment tu fais, parce que tu es concernée, etc. C'est vraiment cette énergie de me dire que c'est pas, enfin, ça doit pas être gratuit et qu'il y a une lumière au bout du tunnel, en fait. C'est dire ça aux gens. Rassurez-vous, appelez l'appli Soleil toujours viré. Et alors, parmi les actions, parce que donc ça date de l'association date d'octobre 2020, parmi les actions, donc il y a des ateliers, il y a beaucoup d'écoute. Je lisais, donc vous avez des commissions permanentes, fonds de solidarité, groupes de parole et permanence, sensibilisation, formation, aide administrative, veille et plaidoyer. C'est vraiment une approche à 360 degrés. Totalement. Et très professionnelle, très méthodique. Mais est-ce que ça fait écho? Est-ce que ce que vient de dire Daniel Issou, le théâtre, c'est des choses aussi que vous envisagez, c'est dans les groupes de parole, des choses comme ça? Oui, en fait, on a des ateliers thématiques qu'on fait avec les mamans notamment, parce qu'on fait un travail justement pour rompre l'isolement. S'assurer vraiment toujours qu'il y ait ce retour à la vie sociale et à la vie professionnelle. Et donc, on a déjà essayé plusieurs outils. On a essayé le coaching en images, on a essayé des ateliers avec de l'art, etc. Et c'est vrai que le théâtre, la chanson, c'est des choses qui nous intéressent. Et voilà, je sais que Danieli, c'est son métier, donc forcément, tout de suite, ça fait Donc, il y a vraiment cette envie-là. Je crois que c'est important parce que quand on vit le deuil périnatal, déjà le postpartum, de manière générale, c'est difficile. On en parle le postpartum, c'est que c'est après la naissance. Après la naissance, après Il y a beaucoup de gens. Alors, juste pour revenir, ça me donne l'occasion de revenir sur ça. Il y a un vocabulaire que même pour les femmes qu'on ne connaît pas quand on tombe enceinte, enfin on tombe, quand on devient, quand on a une grossesse, on ne connaît pas. Il n'y a pas si longtemps, je parlais du périnée, par exemple. Le périnée, moi j'ai appris ça tard, ce que c'était le périnée. On ne sait pas ce que c'est le périnée. C'est vrai. Faire la différence entre semaine d'aménorrhée et semaine de grossesse, enfin bon, voilà. Les lochi, loki, je ne sais même pas comment on dit. Ben, c'est les contractions qu'on a après l'accouchement et le sang qui coule. On saigne beaucoup après l'accouchement, pendant plusieurs semaines. Donc, en fait, il y a des trucs qu'on peut faire oublier. Cela dit. Moi, j'oublie ça. Mais voilà, ça fait partie des choses. Mais bon, en ce moment, voilà, avec Étoile en ciel, on est obligé de connaître ces choses-là parce que c'est d'autant plus difficile de les vivre quand il n'y a pas bébé. Les montées de lait, par exemple, ça, c'est un sujet qui est très tabou. La lactation après la perte d'un bébé, moi, on m'a donné des comprimés. Et donc, parce que ça continue et bien sûr, ou c'est pire. Ça continue. Il y a des montées de lait. Il y a des montées de lait, donc au-delà du fait que ce soit douloureux, parce que bon, physiquement, voilà, c'est surtout que psychologiquement, ça te rappelle que ton corps était prêt, tu étais prête et qu'il n'y a pas bébé. Et donc, la seule chose, entre guillemets, pour laquelle tu es faite à ce moment-là, tu ne peux pas le faire, parce que bébé n'est pas là. Et donc, c'est faire en sorte, justement, à travers ces ateliers et les groupes de parole notamment, on a des groupes de parole féminins, donc, qui sont entre femmes, entre hommes avec les papas, et on a aussi les groupes de parole de couple. Et donc, c'est toujours faire en sorte, dans ces ateliers, d'aborder ces sujets. Alors, c'est pas le côté, parce qu'on imagine vraiment les groupes de parole ou les ateliers comme des trucs très lourds, où on en sort... alourdi peut-être des histoires des autres et tout, c'est vraiment encadré parce qu'on a des animateurs qui sont spécialisés et c'est d'ailleurs pour ça que si on va vers le théâtre, on veut quelqu'un dont ce soit le métier, etc. C'est très important pour nous. Et au-delà de ça, c'est surtout que ce sont des moments où on développe justement des outils. Savoir que, tiens, en face de moi, j'ai un tel qui a réussi à mettre ça en œuvre. Alors, c'est pas dans du mimétisme, parce que ce qui a marché pour X ne marchera peut-être pas pour Y, mais c'est simplement ce champ des possibles qui s'ouvre à nous, parce qu'on ne le savait pas. Et je crois que l'un des pires sentiments dans le deuil périnatal, c'est ce sentiment d'être seul. Qu'on est seul au monde et qu'on est la seule personne à qui c'est arrivé, alors que c'est pas le cas. Quel est toi, comment tu on peut en parler ou pas? Oui, bien sûr. C'est vrai que ça me replonge dans cette période pas prévu, facile. On n'avait pas la mais évidemment très entourée par la famille. Évidemment, toi tu dis évidemment dans ton cas, ce qui est heureux. Oui, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir une famille très enveloppante. Et l'écriture, j'ai écrit à ma fille. Je lui ai écrit des contes, j'ai beaucoup écrit. Je me suis rendu compte vraiment qu'à ce moment-là, je me rendais compte à ce moment-là que l'écriture était là depuis très longtemps dans ma vie. Et vraiment, c'était ma bouée, écrire. Alors, je lui ai écrit, j'ai écrit des contes, je lui ai écrit des contes. Et j'ai chanté. Et puis, j'ai fait comme si elle était là aussi. De lui offrir des fleurs, enfin, faire un geste à chaque jour pour cet enfant qui n'est pas là jusqu'à ce que, voilà, tout ça s'apaise. Et maintenant, tu es en paix avec ça? Oui. Tu fêtes encore son anniversaire? Bien sûr, chaque 9 mars.
Et toi aussi? Pareil, chaque 14 février. C'est toujours particulier parce que, bon, voilà, les gens autour peuvent ne pas comprendre. C'est sûr. Parce qu'on se dit, bon, c'est bizarre, voilà. Ouais. Surtout que c'est un anniversaire qui, en soi, n'a jamais été fêté. Oui. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui est mort à 80 ans et voilà, on va s'en souvenir. Donc, c'est particulier, mais nous, en tout cas, avec mon époux, on a décidé de mettre en place un rituel. Donc, on a notre petit rituel. On a un menu spécial pour ce jour-là, des choses que je mangeais enceinte parce que j'avais déjà des envies d'olives notamment. Donc, on mange des olives. Moi aussi. Voilà. J'aimais les olives Ouais. vertes, j'en mangeais des Ah, pois- mais des- tout, mais des Mais vous avez pas mal de points communs. Hein. Ouais, mais c'était... mon mari partait le matin travailler, il revenait, il n'y avait plus d'olives. Hein, Ah alors oui. qu'on les avait achetées la Et veille. où te ramenait les olives. Et lui aussi voulait en manger, donc bon, c'était très, très marrant. Et du coup, pour passer aussi ce message à notre fille, parce que du coup, ils sont nés la même année. Oui. Notre fille est née en décembre 2018. Et donc, on avait aussi envie, parce que leurs histoires sont forcément imbriquées, qu'elle sache qu'elle a un frère et tout ça. Et donc, c'est notre façon un peu de faire vivre l'histoire. Et puis, même aux yeux des gens, aux yeux des autres, parce que les gens oublient, en fait. Souvent, on me dit, mais quand est-ce que tu auras un deuxième bébé? Alors, je dis souvent, mon deuxième est là, regarde. C'est ça. Elle est là, elle marche. Mais c'est Voilà. ça. Et ça, pas facile. c'est pas évident. Oui. Ça, c'est pas facile. C'est difficile, oui. Oui. C'est quoi la place des pères dans ces moments-là? Alors, j'ai compris que ton époux était présent, et toi, ta famille, je ne sais pas si Oui. ton compagnon était présent, mais quelle est la place des pères globalement dans ces moments difficiles? Alors, c'est très particulier parce que, bon, je ne vous apprends rien, nous sommes dans une société sexiste, hein, Oui. et je crois que c'est là où le bas blesse, parce que quand on parle de grossesse, ça sous-entend donc maternité, et donc on exclut le papa. Qui ont? La société de manière générale, là je fais vraiment un constat très global, alors qui est peut-être un peu vulgarisé parce qu'on est sur le plateau, etc. Mais globalement, c'est ça. Et donc, les papas, quand ça survient, on a des témoignages de papas, parce qu'on a fait une table ronde avec des papas, qui décrivent très clairement que quand le deuil périnatal survient, à la suite de ça, parfois on leur demande même pas comment ils vont. Les professionnels de santé peuvent ne pas penser à eux, les familles peuvent ne pas penser à eux, et puis en tout cas, ils disent qu'ils ont ce devoir, ils se sentent le devoir d'être forts. On leur dit qu'il ne faut pas pleurer. Pour la maman. Pour la maman, on lui leur dit oui, mais si toi aussi tu craques, ben, comment elle va faire, etc. Donc ils ont ce sentiment de devoir être un super-héros et de porter le malheur de tout le monde, alors qu'eux, ils souffrent et qu'ils ne s'autorisent pas non plus à vivre cette souffrance. Et ce qui est particulier, c'est que c'est la maman qui a porté la vie, qui a été enceinte. Alors, selon le stade où ça arrive, le papa a eu ou pas le temps de s'impliquer, parce que quand c'est un début de grossesse, alors j'aime pas le terme fausse couche en réalité, mais bon, c'est son terme médical, donc je l'emploie. Les fausses couches précoces, donc avant 15 semaines d'aménorrhée, donc avant 3 mois, le papa, bon, il sait que la maman est enceinte, etc., mais c'est vrai qu'il peut pas forcément se sentir plus ou moins impliqué, voilà. Et donc, ce papa-là, ou le papa qui a effectivement accompagné son bébé en fin de vie à quelques semaines et tout ça, tous ces papas-là, ils n'auront pas le même vécu, ils n'auront pas toujours la même façon d'extérioriser, et la paternité chez eux ne va pas forcément résonner de la même manière. Donc, en tout cas, au sein des Étoiles dans le ciel, on essaie toujours de les accompagner, de leur faire savoir que leur souffrance est légitime, hein, et qu'elle est entendue avec nous. Et c'est pour ça qu'on les laisse se retrouver entre papas. Alors, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'ils ne sont pas habitués à l'exercice. Mais en tout cas, on fait en sorte de leur offrir cet espace-là. C'est-à-dire qu'il y a un téléphone qui est... Oui, moi j'ai laissé mon portable là-bas. Il y a un téléphone qui est resté, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, les modes d'action, on a parlé des ateliers, les modes d'action de l'association auprès des familles, c'est aussi, par exemple, à la période de Noël, des attentions particulières, des moments un peu de convivialité aussi que vous organisez. C'est ça. Alors, pour Noël, depuis l'année dernière, on a lancé l'opération Douce Elle en mou. On offre en fait des coffrets aux parents qui sont touchés par le deuil périnatal. Alors, dedans, il y a des objets symboliques. Il y a la boule de Noël qui rappelle en fait dans le sapin, enfin moi je suis pas pour les sapins, entre parenthèses, donc l'arbre de Noël. Voilà. Le filao. Le filao, l'arbre de Noël, mais bon, chacun est libre, hein, donc je ne vous juge pas. Et donc voilà, qui est cette boule qui représente justement cet infini de la famille, hein, de cette appartenance. Et puis, on peut avoir d'autres objets. Donc, l'an dernier, on avait fait aussi une boîte à bisous dans laquelle on avait mis plein de pensées positives pour les parents. Cette année, on est parti sur la bougie parce que j'aime beaucoup une phrase d'Izzy Kenenga dans sa chanson Yon qui dit « En bougie l'humain, pas qu'appelle l'imier, si qu'à sa vie l'humain en l'autre ».
Et c'est vraiment ce message-là qu'on veut faire passer. Et donc, c'est les réconforter, parce que très clairement, à Noël, autant la fête des mères, les familles se rappellent la fête des mères, la fête des pères. On sait, bon, un tel a perdu le bébé, donc bon, ce serait un peu une manière, etc. Mais à Noël, les gens oublient, parce que c'est les fêtes, on boit du champagne, on achète des enfants au cadeau, enfin des enfants. On achète des cadeaux pour les enfants. Voilà. Et donc, forcément, les gens oublient. Oui. Et donc, c'est aussi un moyen de dire aux familles, pensez-y. Okay. La boîte à bisous et doucelle en mou, plein de cadeaux donc pour les familles cette année. Mais vous faites un appel aux dons, c'est ça? Alors en fait, on demande aux gens de s'inscrire. Donc c'est soit on est concerné par le deuil périnatal et on s'inscrit pour recevoir cette boîte. Ah, pour recevoir? Oui, pour recevoir. Mais pas pour donner? Non. Ou sinon, tu peux, si par exemple tu connais quelqu'un, tu peux inscrire la personne. Et nous, on vient le 24 décembre et on offre les cadeaux aux parents. Et l'an dernier, on était avec Jocelyne Béroir. Vraiment, ça c'était... Wow, j'étais trop contente qu'elle soit avec nous. Et d'ailleurs, je le remercie encore, je la salue. Et elle a passé la matinée avec nous à livrer des familles. Et c'était vraiment... alors déjà qu'il y avait beaucoup d'émotions, forcément, mais c'était encore plus touchant parce que c'était elle qui remettait les cadeaux. Et on voyait vraiment que les gens étaient vraiment bouleversés par cette attention. D'accord, donc c'est le 24 décembre. Le 24 décembre. Ok. On n'a pas parlé, Nanieli, de Cyclone. C'est vrai qu'on est venu directement à Matrice, Oui, mais bon, c'est on n'a pas non plus parlé de tous les films de tous les films dans lesquels tu as pu tourner. Mais Cyclone, c'est aussi une pièce importante. Oui, Cyclone, c'est, on va dire, ma deuxième œuvre théâtrale, mais la première assumée. Hein, la précédente, c'était Nek Pakamo, lorsque j'étais justement avec Luc Saint-Éloi. C'est lui qui m'avait mis en scène pour la première fois dans cette pièce qui retraçait l'histoire de l'esclavage, qui avait été la découverte de cette histoire avait été un choc pour moi à la fac, et j'avais voulu écrire dessus, et c'est comme ça que je me suis mise à l'écriture, mais pour le public. Et puis Cyclone, évidemment, est venu très vite après parce que j'avais envie d'écrire sur l'inceste. Sur cette autre chose qui me hantait depuis des années. Et Cyclone, ça a été vraiment aussi mon laboratoire à la fois d'écriture, mais aussi de réflexion sur une famille où l'inceste a ravagé les rapports familiaux et chacun des membres de cette famille également. Et pour moi, Cyclone, c'est une manière de parler de l'inceste, mais après la catastrophe. C'est-à-dire que 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, que devient cette femme qui a subi l'inceste et qui n'en a jamais parlé à personne? C'était ton cas? Non, moi j'en ai parlé. J'en ai parlé. Justement, j'ai imaginé l'inverse de moi-même. Si je n'en avais jamais parlé, qu'est-ce que je serais devenue? Et donc ça a donné ce personnage que j'interprète, Léna, qui est une femme qui a rompu avec le monde, qui vit recluse dans une maison, presque dans une mangrove, et qui, un soir de cyclone, vit dans une sorte de baraque qui lui ressemble d'ailleurs, elle ne tient pas beaucoup debout, quoi. Hein. Et un soir de cyclone, bon, elle est là à barricader sa maison, et puis elle entend quelqu'un frapper à la porte et qui l'appelle. Alors que ça fait des années qu'elle a rompu avec le monde. Quelqu'un l'appelle de l'autre côté de la porte. Elle ouvre, c'est une jeune femme qui lui dit « Je suis ta petite sœur, et donc je te cherchais ». L'autre, elle ne sait pas qu'elle a une petite sœur, donc voilà. Donc il va y avoir un huis clos entre ces deux femmes. Elles seront enfermées dans cette baraque cette nuit de cyclone, et elles vont tourner autour de ce secret de famille, parce que la jeune fille ne sait pas ce qui s'est passé. Elle va chercher la vérité auprès de Léna. Léna a besoin de rester dans le déni de l'histoire pour survivre, et l'autre a besoin de savoir pour se construire. Et donc vraiment, il y a vraiment deux volontés qui vont s'opposer comme ça jusqu'à l'explosion, hein, l'œil du cyclone qui va révéler le fond de l'histoire, qui est cette histoire d'inceste, voilà, et qui continue à infecter, encore une fois, un peu la démarche de Matrice de manière plus collective, mais qui continue à infecter le secret. En quoi le secret de famille continue à nous empoisonne, nous pourrit la vie et nous empoisonne et empoisonne nos relations. Et c'était vraiment voilà, mettre face à face la question de l'inceste, mais en même temps le silence qui est imposé à côté, parce que l'inceste va avec le silence, et le silence est comme une prison qui détruit. Voilà. Est-ce que finalement la souffrance ou le malheur n'est pas le terreau indispensable de la création littéraire? Et la deuxième question, c'est après Cyclone, après Matrice, après cette douleur, tu as parlé c'est presque une thérapie. Est-ce que le troisième ou le quatrième texte seront des textes plus gais, peut-être plus lumineux? Non, mais
il y a de la lumière, il y a de la lumière, parce qu'elle a besoin de poser ça pour avancer, mais qui parlait d'autre chose, de toute autre chose. J'ai essayé. Et ça marche pas. J'ai essayé d'écrire une comédie romantique. Oui. Ben, ma actrice s'est imposée, quoi. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte, là? C'est pas, ouais. Non, ça me Tu as encore des choses à ça venait de mes apporter, tripes. tu as des choses à Oui, apporter, des et choses à puis, apporter. non, j'ai vraiment besoin que ça soit profond, j'ai vraiment besoin, et je me suis basée sur ce que j'avais déjà fait, effectivement. Il y a eu Nekpakamo, notre histoire collective, Cyclone, mon histoire personnelle. J'ai écrit la Diablesse aussi, en m'inspirant de cette figure féminine, femme puissante. Et c'est vrai que... je me suis dit, mais ce que tu fais... En fait, je me suis interrogée sur ce que j'ai déjà fait. Parce que tout ce que j'ai écrit, c'était très spontané, ça venait des tripes. Mais à un moment, j'ai commencé à analyser ce que j'étais en train de faire et qu'est-ce que j'avais besoin d'écrire. Et ce que j'ai besoin d'écrire, c'est encore ça. C'est aller dans le sens des choses. Mais on va vers la résilience, on va vers la lumière, on va vers... mais vraiment, le questionnement est toujours profond. J'ai très envie d'écrire une comédie. Non, mais... Aussi, mais c'est une comédie, c'est vrai. Moi, j'aime qu'on s'interroge sur nous collectivement. Ce ne sera pas une comédie pour une comédie, pour rigoler. Ce sera une comédie pour qu'on rit jaune presque. Voilà, qu'on rit, en tout cas, ça ne se commande pas. Ça ne se commande pas. Pourquoi on écrit d'abord pour soi. Oui, on écrit pour soi. On écrit pour soi. On écrit moi, pour soi et après, à trouver un public. Et si c'est sincère et c'est spontané, donc ça trouve son public. On n'a pas parlé de... Il nous reste peu de temps, mesdames. Hein. Oui. Mais il faut encore qu'on parle de l'association aux étoiles dans le ciel. Donc, on a parlé des ateliers, on a parlé de Doucelam ou de la boîte à bisous. Mais il y a aussi un lieu. Vous avez déjà créé le lieu pour l'accueil? Oui, bien sûr. C'est où? Mais il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Oh là là, c'est bien. Non, mais on est ouvert depuis mars. Allons-y. Alors, c'est à Place d'Armes, voie Mousseline. Et donc, voilà, on est ouvert. C'est là où se passe tout, hein, nos ateliers, nos tables rondes, parce qu'on a des tables rondes. Et d'ailleurs, on en fera une sur les femmes qui sont plus âgées et qui ont vécu en fait le deuil périnatal il y a 20, 30, 40 ans. C'est très important. Pour qu'elles nous racontent aussi les outils de résilience qu'elles ont eu à l'époque, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Et puis, on reçoit tout le monde, hein, là-bas, on a des permanences, etc. Donc, c'est un lieu qu'on aime beaucoup en cocooning, qu'on partage avec une association qui aide les enfants qui sont atteints d'autisme et leurs parents. Et donc, on est très, très bien là-bas. C'est au Lamentin. Et voilà. Qu'est-ce que je dois dire? On a besoin de lieux comme ça, d'échanges et de paroles. C'est très important. Qu'est-ce que tu dois dire d'autre, Mathilde? Tu pourrais nous dire quel est l'homme qui t'a le plus influencé? C'est la question rituelle de quasi-fin de cette émission. Ah, ouais, c'est facile. C'est mon père. Mon père. Pem. Philippe Pem, mon mari. Tout à fait. Alors, c'est la première fois qu'on me pose la question dans l'interview. On fait des choses assez nouvelles, inédites. C'est mon papa, parce que mon papa, il nous a toujours dit... alors, on est 5 filles, hein, pour la petite histoire. Ouais, donc, c'est vrai. Il nous a toujours dit que le premier mari d'une femme, c'est son salaire. Et il nous a toujours inculqué cette valeur d'indépendance, de puissance. Puissance dans le sens pas... alors je le dis, mon père, mais ma mère aussi, bien évidemment. Hein, mais cette puissance dans le sens où d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les autres, à ouvrir les yeux sur le monde et de prendre conscience de ce qu'on l'on est et ce qu'on peut apporter aux autres avec ce que l'on a. Et donc, mes parents, tous les deux, hein, d'ailleurs, mais comme c'était la question sur le père... Parle-nous de ta mère, parce qu'on connaît Pem. Ta maman fait quoi? Même si la question était sur les papas... mais en fait, c'est que mes parents sont très... Enfin, ils se ressemblent beaucoup, je trouve, parce qu'ils nous ont tous les deux appris le don de soi. Mon père, lui, c'est par son métier et ses engagements politiques, toujours à tendre la main à autrui et à faire des choses, trouver des projets collectifs pour les autres. Et ma mère, c'était pareil, dans le monde associatif, etc. Et donc, souvent... Un prénom, ta maman? Irène. Irène, parce qu'on connaît Philippe, on voulait avoir le prénom mais de c'est ta marrant maman. parce qu'ils nous disent toujours, mais vous restez pas en place. Et je dis souvent à mes parents, mais vous nous avez montré l'exemple. Donc du coup, voilà, ils sont très inspirants. Enfin voilà, je les aime très très fort et ils sont vraiment là pour nous, pour moi. Ils m'accompagnent beaucoup aussi dans Étoiles en ciel, dans les projets, etc. Et c'est vraiment important. C'est aussi l'histoire de la famille, donc voilà. Et toi, Danieli, l'homme qui t'a le plus influencé? C'est fou parce que je vais dire la même chose, c'est mon père, mais de manière moins lumineuse, bien sûr. Mais oui, c'est mon père, parce que finalement, ça a été le moteur
Ça a été mon moteur dans cette quête de liberté également, et qui me motive, enfin qui est toujours là en moi. Oui, chercher à comprendre. Ça m'a poussé à chercher à comprendre la psychologie humaine. Ça m'a cherché à comprendre le sens des choses. Oui. Et je l'ai revu, mon père. J'ai voulu le revoir il y a 2 ans. Il est où? Il habite en France. Et quand il t'a vu, il dit quoi? Il a flippé. Parce qu'il pensait que je venais lui faire un procès, mais je venais pas pour ça. Je viens dans cette démarche de réparation. Et j'avais besoin de me remettre face à mon bourreau et qu'il voit face à lui une femme qui s'est construite malgré tout. C'était pas forcément l'affronter pour moi. Et tu lui as dit quoi? Vraiment... Tu as eu un dialogue avec lui? Oui, pour moi, il était important de lui dire que j'ai cheminé et qu'il était important pour moi de le revoir parce qu'on porte des fardeaux. Parce qu'il est hors de question pour moi de continuer à porter son fardeau qui lui appartient à lui, et qu'il était important pour moi de dénouer les nœuds de nos histoires pour que nos enfants, la descendance même de cette famille n'ait plus à subir ce que j'ai subi. Allégé de ce point-là. Exactement. Il a entendu ça? Eh ben oui, il était très troublé et il a entendu. Après ce qu'il en a fait, je n'en sais rien, mais c'était important pour moi de lui poser ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le voir. Et depuis, tu ne l'as plus revu? Plus, non. Et tu ne le verras plus? J'en sais rien. Petit jingle, réfléchissez, ce sera le mot de la fin, le mot de la femme. Mais quelle émission! Moi j'ai des frissons qui sont partout, qui montent. Il fait un peu froid maintenant, parce qu'au début on avait chaud, maintenant on a un peu froid, messieurs. Hein. Mais bon, parce qu'on a vraiment échangé de façon très intime, hein, mesdames, merci vraiment, merci d'avoir été là. Le mot de la femme vous revient. Le mot de la fin, Mathilde. Alors, ce que j'aurais aimé dire et ce que j'aurais aimé qu'on retienne, c'est vraiment qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Que ce que je disais tout à l'heure, la souffrance peut cohabiter avec autre chose. Et vraiment de ne pas hésiter aujourd'hui à prendre le temps de savoir ce qu'on est et ce qu'on ressent. Poser des mots, finalement, c'est aussi un travail, hein, c'est aussi de l'énergie. Mais en tout cas, c'est à faire pour pouvoir justement trouver ces outils de résilience et pouvoir continuer le chemin. C'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est pas le mettre derrière en nous disant que bon, voilà... j'ai dépassé ça, etc. Mais c'est vraiment dans le sens où il faut choisir la vie. Et Étoiles en ciel, c'est ça. C'est vraiment, je ne suis pas toute seule. Hein. Il y a aussi une équipe avec moi, une équipe de femmes et mon époux aussi, qui travaillent avec moi et des professionnels de santé où on travaille beaucoup pour justement permettre aux familles de vivre ces moments-là et de trouver des outils de résilience. Et c'est vraiment ce message que j'ai envie de passer. Tu peux donner un numéro de téléphone aussi? Alors c'est le mien, mais ça va bientôt changer. On peut le donner ou pas? Oui, on peut le donner. 06 48 oui. 71 01 27. 06 48 71 01 01 27. 27. Ok. Le mot de la femme, Daniel. Alors, moi, j'aime beaucoup cette expression, la lumière est au bout du tunnel, et je rajouterais que la lumière est déjà en nous, en fait, et on continue à cheminer vers elle, et qu'il faut trouver la force de la cultiver malgré les difficultés, les complications qu'on peut trouver sur son chemin. Effectivement, c'est comme un phare qui brille au loin, mais on l'a déjà en nous et il s'agit de la cultiver, de s'enrichir de chacune de nos expériences. Effectivement, chacune de nos expériences sont là pour nous faire grandir, qu'elles soient difficiles, qu'elles soient dramatiques, qu'elles soient heureuses également. Et d'être sensible à ça et qu'on continue à croire et à construire et à déconstruire, et qu'on continue à croire à notre capacité à être libre et créateur. À s'émanciper. À s'émanciper. Merci, j'ai rien à dire. Merci en tout cas. On se retrouve pour un nouveau numéro, un nouvel épisode de Femmes avec des femmes tout aussi inspirantes. Merci, restez sur Citata. Femmes.